L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va se plonger dans la folie de la Coupe de France de football et se mettre à la danse à l'occasion du festival de l'hip-hop de Saint-Martin-d'Air. Pour parler de ces sujets, je reçois Hashmi Mana, bonjour, danseur, chorégraphe de Cité Danse. À côté de vous, Vincent Villeneuve, bonjour Vincent, bonjour. Directeur artistique de l'Heure Bleue, c'est la salle de spectacle de Saint-Martin-d'Air. Louis Tellier, capitaine de l'équipe de football de l'EJDG. Le JDG, c'est l'école de journalisme de Grenoble. Bonjour Louis. Bonjour. Et à côté de vous, un autre footballeur, un peu plus connu quand même dans le milieu, Olivier Guégan, bonjour. Bonjour à vous. Entraîneur du GF38, le Grenoble Foot 38, qui sera à l'affiche ce jeudi des huitièmes de finale de la Coupe de France. Ça se passera au Stade des Alpes contre Strasbourg, une équipe de Ligue 1. Il y a 2 niveaux d'écart entre les deux équipes, puisque Grenoble évolue en National 1, l'équivalent de la 3e division. Huitième de finale de la Coupe de France, ça commence à devenir sérieux. Il ne reste plus que 16 équipes pour le titre. Oui, ouais, c'est un parcours intéressant. On a l'opportunité de jouer un gros match à la maison devant notre public. C'est beaucoup de positifs. On est en configuration Ligue 1, donc que ce soit le club, l'organisation, voilà, beaucoup de positifs autour du club et il faut prendre beaucoup de plaisir dans ce genre de match. Ouais. Alors pour en arriver là, le GF38 a dû réaliser un petit exploit déjà contre une équipe plus forte que lui. C'était en Corse, à Ajaccio. On revoit les images. Aller gagner chez une Ligue 2 quand on est en national, c'est pas non plus anodin. Hein. Non, mais bon, c'est le charme de la Coupe de France. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'exploits, des équipes soi-disant inférieures hiérarchiquement, qui arrivent à hisser ou hausser leur niveau. Et puis sur un match, tout est possible. Donc voilà, c'est le charme de la Coupe de France. Alors ça marche dans les deux sens. Hein. Le petit arrive à hisser son niveau. On peut en profiter quand on est le petit. Là, en l'occurrence, au tour précédent, vous étiez le favori contre une équipe inférieure hiérarchiquement, Bischheim en Alsace. Et ça a failli ne pas passer ce coup-ci. Hein. A failli, mais c'est passé. Non, c'était le piège parfait. Une équipe de Bischheim qui est... pour le niveau, qui produit un jeu qui est intéressant. Ils avaient sorti aussi des équipes hiérarchiquement supérieures. Alors on est passé entre la colle et l'affiche, on va dire, mais l'essentiel c'est d'être en huitième. Il a fallu la séance de tir au but à l'issue des prolongations pour que le GF38 se retrouve en huitième de finale. Il reste 8 équipes de Ligue 1, 4 de Ligue 2, 3 donc de National et puis un petit poussé de National 2. Comment vous l'abordez ce match? C'est le gala ou non, mais c'est un match. Vous pensez que ça peut servir aussi pour passer en quart de finale? Non, mais on est des compétiteurs, donc on va le jouer pour le gagner. On va mettre la meilleure équipe possible. Après, faudra faire l'exploit. Pour faire l'exploit, il faut que nous, on soit pas à 100%, mais à 200%. Il faut que l'adversaire soit aussi un peu moins bien. Et puis sur un match, tout est possible. Donc voilà, c'est une qualif pour un quart de finale et c'est pas anodin d'être en quart de finale de Coupe de France. Donc on le jouera le coup à fond, bien sûr. L'objectif du club affiché, en tout cas, c'est pas la Coupe de France, c'est la montée en 2e division à la fin de la saison. Vous êtes en tout cas bien parti. Vous êtes parti du trio de tête depuis plusieurs semaines. On est dans la bagarre dans le haut du classement. Après, Grenoble, c'est quand même une grosse ville, une grosse agglomération et on a l'envie de retrouver le monde professionnel, retrouver les 40 meilleures équipes du monde professionnel du football. Donc oui, on a cette volonté forte d'y aller. Il y a un potentiel énorme ici, mais il faut mettre des actes en face et pour l'instant, on est dans le bon tempo, on va dire. Alors contre Strasbourg, vous aurez l'avantage du terrain, mais je ne sais pas si c'est un avantage. Quand on regarde les stats de cette année, vous avez gagné 2 matchs sur 9 à domicile. Alors vous êtes plus performant à l'extérieur, c'est assez surprenant? Non, ce championnat est ainsi fait. On voit qu'à domicile, que ce soit Rodez, nous, Red Star, on performe beaucoup plus à l'extérieur qu'à la maison. Pourquoi? Parce que les équipes qui viennent chez nous viennent pour prendre au minimum un point et ils viennent nous laisser faire le jeu. Et ça, bien sûr que ça crée des déséquilibres. Et le problème, c'est qu'on court beaucoup après le score à la maison.
Donc il faudra être patient. Alors le match se passera à la maison, le match de Coupe de France, au Stade des Alpes, pour le bonheur des supporters de foot. Le dernier gros match de Coupe de France en Ligue 1 au Stade des Alpes, c'était en janvier 2015. On voit les images. Alors vous n'étiez pas, Olivier, entraîneur de Grenoble à l'époque. C'était Olivier Saragaglia qui dirigeait l'équipe. Mais j'imagine que vous avez entendu parler de ce match. Ouais. Non, mais c'est des matchs qui fédèrent beaucoup d'énergie positive, que ce soit supporters, dirigeants, bénévoles, joueurs, staff. Il faut s'appuyer dessus. Après, on laisse, entre parenthèses, beaucoup de gomme aussi dans ces matchs-là. Il faut savoir bien les gérer, bien pas faire n'importe quoi, parce que nous, on a aussi une grosse échéance dimanche qui est notre pain quotidien, notre championnat. Donc il va bien falloir gérer les temps de jeu et les formes et les faiblesses du moment. Alors on voit André-Pierre Gignac, l'attaquant de Marseille de l'époque, qui ouvrait le score. Il y avait 4 divisions d'écart entre l'OM, qui en plus était en tête du championnat de Ligue 1, et Grenoble, qui à l'époque jouait en CFA. En général, sur ces matchs-là, on peut réaliser l'exploit avec un petit but de Racro. Là, les Marseillais ont mené 3 fois au score. Les Grenoblois sont revenus 3 fois à la marque, dans un scénario un peu fou. Ouais, c'était un grand match pour Grenoble. Je pense que les gens qui étaient au stade ont dû prendre beaucoup de plaisir, les joueurs aussi d'ailleurs. Voilà, ça marque une saison, c'est sûr. Vous en avez vécu des matchs comme ça dans votre carrière de joueur ou d'entraîneur, des retournements de situation, des matchs avec beaucoup d'émotions? Le dernier en date, c'est la montée avec Grenoble de CFA en national, où on a joué devant plus de 10 000, quasiment 12 000 spectateurs. Et on sent qu'ici, il y a un fort potentiel, et ça demande qu'à revivre ce genre d'émotion. Mais la dernière en date, c'était celle-ci. Ouais. Certains joueurs de la montée ont également connu l'épisode de Marseille, qui n'est pas très vieux, il y a 3 ans. Et parmi ces joueurs, on va revoir le but qu'on a vu tout à l'heure de Salim Bengriba, qui était à l'ultime seconde de la prolongation. Salim qui a dû mettre 2-3 buts dans sa vie, dont celui-là, alors qu'il n'est pas du tout attaquant. Oui, après c'est un joueur qui est engagé, donc il a été récompensé, mais c'est vrai, je me demande ce qu'il fait là d'ailleurs. Lui aussi s'est demandé, c'était magique, il est monté pour la dernière action du GF38. Il a fermé les yeux, ça lui est tombé sur la tête, parfait. Exactement, il a permis au GF38 d'accrocher la séance de tir au but, et en général, quand il y a un scénario comme ça, on ne peut que gagner au tir au but. C'était ce qui s'était passé là. Après, il y avait des anciens Grenoblois en face, je crois. Et oui, il y avait Florian Thauvin qui avait raté son pénalty. Je ne sais pas s'il avait fait exprès ou pas pour rendre hommage à son club formateur. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça avait été la folie au Stade des Alpes. Vous espérez, j'imagine, jouer devant un stade le plus complet possible? C'est bien parti. C'est bien parti. Je pense qu'on va atteindre les 15 000 jeudi soir. Après, voilà, ça va être une belle fête. Beaucoup de plaisir, je le répète, que ce soit pour les joueurs, l'environnement du club, le club en lui-même. Et après, si la cerise sur le gâteau, s'il y a la qualification et l'exploit, ça sera grand. Alors, tous les joueurs veulent jouer ce genre de match. Ouais. Pour l'entraîneur, j'imagine que c'est compliqué de choisir les 11 qui vont démarrer? Non, c'est pas compliqué, mais c'est vrai qu'il y aura des déçus, forcément. Mais après, ça, c'est mon boulot. Après, il y a 3 matchs à gérer dans la semaine. On a eu un match important à Dunkerque, on a ramené 1 point. Il y a un autre match qui est très important, qui est Créteil dimanche. À 15h. Il faut bien gérer les temps de jeu en mettant une équipe la plus compétitive possible. Bon. Vous avez une petite particularité, vous comme entraîneur, c'est que votre fils fait partie de l'effectif. C'est pas courant dans le football. Ouais, il vous met la pression là le soir en ce moment pour être sur la feuille de match? Non, mais c'est un joueur comme un autre. Après, vous arrivez à faire la... Ouais, chez moi c'est mon fils, à l'extérieur c'est un joueur comme un autre. Donc je pense que c'est beaucoup plus dur pour lui que pour les autres. Parce que c'est comme ça, et tant qu'il sera avec moi, ça sera toujours comme ça. Donc, par contre, c'est un plaisir d'entraîner ce groupe de joueurs où il y a un état d'esprit qui est grand. Donc, voilà, j'espère qu'on vivra une grande soirée. Est-ce que vous savez qui arbitrera le match? Tual, Olivier Tual. Bon. Si je vous parle de l'arbitrage... De Tony Chapon?
C'est qu'un arbitre grenoblois s'est illustré ces derniers temps. Voilà, Tony Chaperon, qu'on avait eu le plaisir de recevoir sur ce plateau au mois de novembre. Il avait d'ailleurs réservé une petite exclusivité pour Télé Grenoble, puisqu'il nous avait annoncé la fin de sa carrière à la fin de la saison, après 14 ans d'arbitrage au plus haut niveau. Depuis, il s'est passé quand même quelque chose, un geste étonnant pour le moins. C'était lors du match entre le PSG et Nantes. Tony Chaperon qui est bousculé involontairement par un joueur nantais et qui réagit de façon très instinctive. Un coup de pied. Ouais, c'est un mauvais réflexe. Après, Tony, sa carrière parle pour lui aussi. Je pense qu'il faut savoir aussi être indulgent. C'est une réaction d'homme. Elle n'est pas bienvenue, mais il va payer pour ça et j'espère le revoir pour la fin de sa carrière sur les terrains. Il est suspendu 3 mois. C'est l'arbitre du GF38. Il est licencié au GF38, donc il ne peut pas vous arbitrer. Mais vous avez eu l'occasion dans votre carrière, notamment quand vous étiez à Reims, en tant que joueur ou entraîneur. Oui, on s'est croisés sur les terrains. Après, ce qui dégage là, c'est pas du tout son caractère et ce qui dégage en privé. Donc, je lui fais un petit coucou parce que je sais que c'est quelqu'un de bien. Voilà, nous on était très contents aussi de l'accueillir au mois de novembre et on espère que sa carrière se terminera de façon un peu plus glorieuse que sur cet incident. Louis, vous êtes un observateur du football en tant que futur journaliste. Cette affaire, Tony Chaperon, vous l'avez suivi également ? Forcément, oui. Quand on voit, c'est pas courant, une réaction pareille d'un arbitre. Après, c'est pareil, comme l'a dit Olivier, c'est une réaction d'homme. Tony Chaperon, il y a eu beaucoup de petites affaires avec lui, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est vivant, qui aime bien être franc aussi. C'est appréciable quand même quand des gens sont francs et c'est quelqu'un aussi qui, à mon avis, plus tard, on dirait qu'il a quelque part révolutionné l'arbitrage français, je pense, parce qu'un arbitre comme ça, c'est un arbitre qui ose quand même répondre aux joueurs qui sont pas toujours gentils. C'est dans les deux sens aussi. Mais je pense que plus tard, on se souviendra de Tony Chaperon comme d'un grand arbitre et qu'on aura oublié ce genre de geste. Voilà. Il sera peut-être d'ailleurs jeudi soir au Stade des Halles pour supporter son équipe du GF38. Tony, Strasbourg vient à Grenoble et ensuite Grenoble va aller à Strasbourg. Louis, toujours pour des histoires de football. Alors dans un autre cadre, puisque Strasbourg va accueillir le tournoi inter-école de journalisme. C'est un grand rendez-vous en France pour les écoles de journalisme. Oui, c'est là que certains comptes se règlent. Non, mais alors ici, il y a 3 parties. Il y a le teaser, donc une petite séquence vidéo qui est récompensée par un prix aussi. Donc il n'y a pas forcément de thème, mais bon, c'est à notre inspiration. Il y a le prix de l'ambiance, donc les supporters. On emmène tous nos ultras à nous. Vous avez les arcades, on a nos ultras à nous. Et ils sont en tribune d'ailleurs. Il y a la moitié du COP qui est là, on le voit pas, mais il y a aussi, il y a Alexandre Buffon, on l'oublie, mais Alexandre, qui est avec moi, on s'occupe de l'équipe et voilà. Et puis évidemment, le dernier prix, il y a le prix du foot, le prix du foot où il y a 4 poules. 4 poules et puis les 2 premiers sortent. Après, il y a quart, demi, finale et puis c'est pareil. C'est des matchs de coupe. Chaque match est coup près, parce que si on en perd un, ça devient compliqué. En poule, il faut... Alors, on vous voit en train de préparer l'équipe. J'aime bien faire mon Pep Guardiola. Alors, Olivier est plus calme, mais plus performant aussi. Ils ont l'air concentrés, en tout cas, vos élèves. C'est mixte, le tournoi, homme-femme ou... on a eu des petits problèmes techniques. Eux ne seront pas dans l'équipe, parce que on a fait la série... Ils ont abusé de bière, eux. Oui, eux, ils seront sur le côté. J'espère qu'ils remporteront le prix de l'ambiance et puis surtout qu'ils nous supporteront. Et puis cette année, on a une bonne équipe. Faut pas croire aussi, ça joue bien, c'est étonnant aussi. Il y a des révélations. Donc voilà, nous, en tout cas, on est parti pour le gagner. Et puis, comme on a remporté le prix de l'ambiance l'année dernière, les gens nous attendent aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Je suis sûr qu'Olivier, il a envie de voir comment vous préparez ce grand rendez-vous. Regardez quelques secondes, Olivier.
Voilà, un petit clin d'œil au teaser. On a compris que les élèves préparaient plus la compétition sur les pistes de ski que sur les terrains de football. Alors paradoxalement, il n'y a pas beaucoup de footballeurs dans le teaser là. Je les avais envoyés à la salle de muscu parce que c'est pour ça, pour qu'ils se préparent. Ouais, parce qu'ils mangent pas bien, donc faut quand même les remettre à niveau. Et puis ouais, non, c'est quand même voilà, c'est ce qui est appréciable. Alors je veux leur passer un petit clin d'œil, j'en profite. Hein. Ouais. Mais ce qui était appréciable, c'est que l'aventure touche bientôt à sa fin, puisque forcément le tournoi c'est le 17 février. Mais le groupe, il y en a qui n'étaient pas footballeurs, qui sont venus et qui avaient des petites bedaines, on va le dire, hein, et puis qui là, non c'est vrai, et qui voilà, qui ont perdu du poids, qui se sont améliorés, qui ont pris du plaisir surtout. Je pense que c'est à notre niveau, c'est quand même important de pas être un voilà. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire des jeux, j'aime bien même avec ceux qui sont moins performants que d'autres. Donc ils ont supporté et je les en remercie. Et puis comme je suis un passionné de foot, comme le sait Olivier, ça m'a fait plaisir de les entraîner. Puis c'était quand même très bon esprit et volontaire. Donc voilà, je vais leur dire merci. Et puis le 17 février, on va le gagner ce tournoi. Et puis comme ça, Grenoble va passer. Et puis on ira les voir au Stade de France avec la coupe, et l'ambiance, parce que vous avez quand même gagné 2 années de suite le prix de l'ambiance. Donc vous savez mettre l'ambiance et vous la mettrez jeudi soir aussi au Stade des Alpes. Alors moi, je travaillerai avec beaucoup de plaisir. Mais il y aura, je crois, de l'école, on est une 60aine, je crois, il y a les 3/4 qui vont au stade. Donc même ceux qui ne sont pas passionnés de foot. Donc je pense que les 15 000 personnes seront... On a parlé de 9-10 000, je crois, billets qui ont été vendus. Ouais. Donc je pense qu'on va s'approcher des 15-16 000 assez facilement, ouais. Eh ben, très bien. Je ne sais pas si Vincent et Hachmi sont des fans de football. Vincent? Fan, je regarde du football régulièrement. Oui, je m'intéresse au football. Fan, c'est beaucoup dire, mais je m'intéresse au football. Je crois qu'Hachmi a plus la fibre. Hein. Moi, j'ai eu quelques années, comme beaucoup de petits garçons, le ballon rond, c'est un peu la passion, c'est un peu la folie, c'est un peu le rêve. Du coup, voilà, j'ai eu mes petites années football. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Et à l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à me lasser un peu. Et je me suis tourné un peu plus vers la danse. Oui, parce qu'avec vous, on ne va pas parler de ballon rond, mais de hip-hop. Un festival vous réunit cette semaine, festival qui se déroule essentiellement à Saint-Martin-d'Air jusqu'au 11 février. Saint-Martin-d'Air, c'est une terre de hip-hop, Vincent. Hein. Mais oui, c'est un terreau très riche. Il y a une véritable histoire sur la durée depuis les années 90, puisque Saint-Martin, l'Isère, l'agglomération grenobloise en général, et particulièrement Saint-Martin-d'Air, qui a vu naître un certain nombre de danseurs et chorégraphes, dont le désormais célèbre Bouba Landry Chouda, Habib Adel et puis d'autres. Et puis aujourd'hui, dans la filiation de cette première vague de chorégraphes, Hachmi Mana, ici présent à mes côtés, copilote donc du festival Hip Hop Don't Stop, 2e édition. Alors, Bouba Landry Chouda, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore parfaitement, c'est un chorégraphe de renommée internationale. Aujourd'hui, on voit une de ses pièces qui ouvrira ce mardi soir le festival Hachmi. C'est ça, voilà, avec le spectacle Tête d'affiche. C'est pas par hasard qu'on a choisi ce spectacle pour l'ouverture. Déjà, c'est une tête d'affiche. Voilà, un petit clin d'œil au titre. Faut savoir que Bouba Landry Chouda de la compagnie Malka était parrain lors de la première édition et du coup continue à suivre ce festival. C'est un danseur martinérois, c'est un danseur qui m'a formé aussi. Il y a vraiment, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, un vrai passage de relais sur l'agglomération, mais spécialement à Saint-Martin-d'Air. Moi, donc, je suis martinérois, je suis né à Saint-Martin-d'Air et il y a toute cette histoire de transmission, de relais qui se fait de génération en génération. Et c'est aussi une des valeurs de la culture hip-hop, la transmission. Et nous, voilà, aujourd'hui, avec la compagnie Citadance, on essaie de continuer à transmettre ce relais. Alors, le hip-hop regroupe différentes formes de danse. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais je me souviens, il y a une vingtaine, 20-25 ans, on appelait ça le smurf, dans les années 80. Un style qu'on va retrouver pendant le festival, incarné par lui, Fred Bendongue, qui a cette capacité à jouer avec son corps assez hallucinante. C'est ça, du coup... Là, on va retrouver vraiment sur le spectacle Mama Blues de Fred Bendongue. Il faut savoir que Fred Bendongue, c'est la première génération de danseurs hip-hop en France. Voilà, c'est une personne d'une 50aine d'années qui est toujours en forme comme on le voit sur les vidéos. Et voilà, le style qu'on donnait ici en France, c'est le smurf. Plus techniquement, ce style s'appelle du poppin. Et du coup, voilà, il présentera son spectacle Mama Blues le jeudi 8 février.
Et donc, comme on peut le voir depuis toutes ces années, la danse hip-hop a beaucoup évolué. C'est une culture et une danse qui se réécrit et qui évolue. Et là, sur ce spectacle, le chorégraphe donc, va essayer de mettre en scène et de parler et de faire un hommage aux musiciens de la guerre 14-18 qui ont entre autres amené des musiques comme le jazz et tout ça. Du coup, voilà. Là, on voit la danse hip-hop vraiment sur une forme différente. Il y a l'aspect technique, mais aujourd'hui, la danse hip-hop, depuis plusieurs années maintenant, une dizaine d'années, c'est ouvert vers la création artistique. Et là, la danse hip-hop, c'est vraiment un support pour parler de quelque chose. Vincent, la dernière fois qu'on a parlé de l'Or Bleu dans cette émission, c'était à l'occasion du festival Au Rire, etc., qui s'est déroulé au mois de janvier, co-organisé par Téléglobe. Je crois que l'Or Bleu était complet pour la soirée de clôture de ce festival. L'humour, on va le retrouver dans votre festival de hip-hop, notamment à travers un danseur qui s'appelle Aurélien Quérault. Oui, alors il est tout à fait emblématique d'une des grandes facettes, comme le disait Hachmi, de la danse hip-hop aujourd'hui. Alors c'est une autre forme d'hommage sur les chansons à Jacques Brel, sur des chansons de Jacques Brel. Il va illustrer avec toute une série de techniques de mouvements hip-hop. Et qui font penser à bien des égards, alors à la fois à Buster Keaton, à Charlie Chaplin, mais aussi au mime Marceau, aussi à des mouvements qu'on a pu voir chez Michael Jackson. C'est très très étonnant, et ce spectacle, c'est aussi de la danse hip-hop. Jacques Brel pour danser le hip-hop, ça paraissait improbable. Il l'a osé, il l'a fait. Ce sera également sur la soirée de jeudi soir. Il y a le choix jeudi soir entre le football. On ne fera pas concurrence, ne vous inquiétez pas. Et le hip-hop. Bon, à la fin du match, je pense que c'est possible. Il n'y aura pas que des solos pendant ce festival, hein, notamment vendredi. Hachmi, il y aura la compagnie stylistique qui va venir faire de la résistance sur scène. C'est ça, alors je vais introduire la soirée du vendredi 9 avec le tremplin qu'on organise en première partie. Du coup, dans ce festival, je pense que c'est important de laisser la place aux artistes de demain. Et du coup, on a fait un travail où on a recensé un peu les différents groupes et les différentes forces vives en danse hip-hop de l'agglomération. Donc on a sélectionné 8 groupes qui présenteront des shows chorégraphiques de 5 minutes à peu près en première partie. Et je pense que c'est vraiment très important qu'à la fois ces jeunes ils soient spectateurs, mais aussi acteurs de leur festival. Parce que voilà. Et je vais laisser peut-être Vincent présenter Résistance et la compagnie stylistique. Alors, Résistance est un spectacle d'Abdou Ngom, le chorégraphe de la compagnie stylistique, qui est une compagnie de Lyon. C'est les images qu'on vient de voir. Les images qu'on vient de voir et qui, là c'est les images de tête d'affiche, mais qu'on a vu tout à l'heure, effectivement. Alors, il s'est inspiré de ce qui s'est passé à Sarajevo dans les années 90, au moment de la guerre des Balkans. Il s'est assorti les services d'un médecin urgentiste qu'il a rencontré et qui, par ailleurs, est un compositeur de musique électro, Thomas Millot. Et Thomas Millot lui a rapporté un certain nombre de récits et de témoignages de ce qu'il a vécu à Sarajevo. Et Abdou Ngom a voulu en tirer ce spectacle en partant. La ligne force, en fait, c'est comment des gens qui sont complètement englués dans quelque chose où l'espoir est totalement illusoire arrivent à puiser au fond ce qui reste de leur énergie pour se reconstruire de façon très solidaire et recréer une lueur d'espoir et aller vers un devenir un peu meilleur. Ce sera vendredi 9 février à l'Heure Bleue. Et puis le festival se terminera samedi avec une compétition, une battle hip-hop. C'est un peu aussi l'esprit de cette danse où on vient se défier entre danseurs, Hachmi. C'est ça, je pense que c'était important pour Vincent et moi dans la programmation d'avoir vraiment cette richesse et d'avoir les différentes esthétiques. Du coup, là, la compétition, on est sur un battle d'envergure nationale, avec un jury d'envergure internationale. On a une japonaise qui fait le déplacement, on a un danseur que je salue, Tim, de la compagnie Flying Step de Berlin, et on a un autre jury donc, qui nous vient de Grenoble, qui s'appelle Kamaïs. Voilà. Je pense que c'est important pareil d'avoir des gens locaux, on a des forces vives, il faut en profiter. Et du coup on a des équipes qui viennent des 4 coins de la France, ce sera des 3 contre 3. Donc on a des équipes de Marseille, on a une équipe de Paris, on a des équipes de Lyon, de Saint-Étienne, de Clermont, voilà. C'est vraiment des 4 coins de la France. C'est une soirée qui a eu un grand succès l'année dernière. Et je tiens vraiment à dire une chose, c'est que cette soirée, elle est vraiment ouverte à
à tout public. Voilà, l'année dernière, on a vu des familles, on a vu des enfants, on a vu des parents, on a vu des grands-parents. Et c'est ça aussi la danse hip-hop, c'est voilà, comme le disait Afrika Bambaataa, une des personnes emblématiques de cette culture. Peace, love and unity, paix, amour et unité. Du coup, on est tous ensemble et voilà, il faut que ce soit intergénérationnel. Et c'est vrai que des fois, on a un peu des préjugés sur la compétition. Mais là, voilà, sur cette compétition, j'invite vraiment le plus grand nombre de personnes à venir voir. Ce sera un très beau spectacle. Bon, bah ça c'est samedi soir. Jeudi, il y a le GF38 contre Strasbourg au Stade des Alpes. Et puis un petit clin d'œil au maillot de l'EJDG, l'école de journalisme de Grenoble. C'est les couleurs du Dauphiné, ça, Louis? C'est les couleurs de l'école. Les couleurs de l'école. C'est les couleurs de l'école et il y a le sponsor donc Battenball qui est alsacien. Donc si on gagne le tournoi, si on gagne tout, on leur a vraiment tout piqué. Et puis derrière, bah voilà, c'est les fantaisies. C'est les fantaisies. Chacun a son petit flocage. Voilà, je vous laisse interpréter. Oui, on a bien interprété. On a bien compris le numéro du maillot. Et puis, pas oublier aussi, j'ai pas pris le short, mais il y a aussi un autre sponsor, c'est Metrosport, donc qui est sur le short. Metrosport, qui est bon, voilà, qui est Un média grenoblois. qui est un média grenoblois. Donc merci à eux deux pour nous avoir aidés à financer les maillots. Et puis voilà. Et puis bonne chance à tous. On se retrouve nous dès demain pour d'autres aventures. Merci. Merci. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.